Kamel, que je n'ai pas encore eu le plaisir d'introduire, vient de nous rejoindre. Bonjour Kamel. Bonsoir Colline, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, merci de nous faire le plaisir, Kamel, de nous rejoindre pour animer cette séance. Peut-être que je vous laisse vous présenter à notre audience et présenter votre rôle tout au long de cette séance. Ouais, très bien Colline. Bien écoutez, moi je vais être chargé d'animer et de créer de l'interaction entre les différentes intervenantes que nous aurons le plaisir de découvrir ensemble autour de ce thème dont vous avez bien présenté les choses. Alors moi dans la vie, je suis coach, formateur en prise de parole en public, média training, etc. J'ai un passé d'animateur animateur journaliste à la radio, où j'ai fait un peu de télévision aussi, en télévision locale. Je donne des cours d'art oratoire également dans des écoles de communication et de commerce. Et puis parallèlement à cela, j'ai toujours cette passion du micro pour la présentation d'événements en présentiel ou en distanciel. Ce sont les deux mots à la mode là, depuis 1 an et demi, que ce soit des conférences, des tables rondes, des séminaires ou même des soirées spectacles, des événements un peu plus ludiques. Voilà, et donc je vais tâcher d'animer tout cela au mieux. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons des intervenantes de qualité et on va apprendre énormément de choses ce soir. Beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup Kamel. Ce que je vous propose, puisqu'il est 18h29, on prend quelques secondes d'avance, on va pouvoir accueillir dans un premier temps Corinne Masson qui va assurer l'introduction de cette jolie webconférence. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour Corinne, merci de nous faire le plaisir de nous rejoindre pour cette séance. Je vous laisse donc la parole pour cette introduction. Pour ma part, je m'éclipse et je vous souhaite à toutes et à tous une belle séance. Merci Bonsoir, Colline, à tout à l'heure. Merci. Bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir au nom d'Aesio Mutuelle et du service prévention et promotion de la santé en charge des animations dans tous les territoires en lien avec les élus qui représentent nos adhérents. Cette web table ronde Octobre Rose est préparée depuis plusieurs mois avec, vous allez le voir, effectivement des intervenants de choix, comme ça a été dit, mais avec surtout des partenaires qui nous sont chers, qui me sont chers dans les territoires. Donc, je vois apparaître Anne de Lorraine, le docteur Anne de Lorraine, qui travaille pour le Centre régional de dépistage des cancers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vois arriver Fabienne Couvreur pour la Ligue contre le cancer de la Loire, avec qui je travaille depuis de très nombreuses années. Le Coquelicot 42, avec Gwenaëlle Garpillon, qui est aussi un partenaire très fort depuis quelques années dans le département de la Loire et la région Auvergne. Et puis, va très vite apparaître dans un instant Catherine Bouteille d'Aesio Santé. Donc voilà, je me suis fait la joie de, bonjour docteur, d'accueillir tous nos partenaires pour cette conférence. Je vous souhaite une très bonne conférence. Je vais vous retrouver quand Kamel me le permettra pour présenter en fait les questions que vous, chers téléspectateurs, allez pouvoir inscrire dans le chat. Donc vous les écrivez et puis moi je serai votre porte-parole, votre relais quand Kamel le souhaitera. Voilà, très bonne conférence à tous et j'espère que vous allez apprendre, que nous allons apprendre des choses très importantes sur le dépistage du cancer et la suite. Très bien, tout à l'heure Corinne, effectivement j'aurai l'occasion de vous indiquer à quel moment vous allez pouvoir apparaître à l'écran pour notamment aller extraire, sélectionner quelques-unes des questions et surtout les lire en direct et puis nous tâcherons d'y répondre. À tout à l'heure Corinne. Bon, quoi qu'il en soit, on se souhaite la bienvenue. Merci d'avoir noté sur vos agendas respectifs cette web conférence, donc proposée par Aesio Mutuelle et les partenaires. Corinne vient de les citer, mais je vais les reciter d'ici quelques instants. Jusqu'à 20h, voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Effectivement, on va parler d'un sujet extrêmement important, un sujet récurrent. En tout cas, à la même période, chaque année, au mois d'octobre, on entend beaucoup parler du dépistage du cancer du sein. Normal, nous avons cet événement qui s'appelle Octobre Rose, qui s'est bien installé en tout cas dans les esprits en France. On sait que le mois d'octobre, ça va être vraiment l'événement, le mois où on va sensibiliser sur les dépistages du cancer du sein. Alors, avant de vous présenter, mesdames, puisque vous êtes déjà à l'écran,
Je vais vous proposer quelques informations, quelques chiffres sur le cancer que je suis allé glaner, notamment sur le site d'Amélie, hein, de la Sécurité sociale. Alors, c'est le cancer le plus fréquent des cancers féminins. Près d'une femme sur 8 développe un cancer au cours de sa vie. Alors, tout ça, bien sûr, nous l'évoquerons. Alors, d'après les statistiques que j'ai pu trouver en 2018, près de 59 000 nouveaux cancers ont été détectés. Et alors, ce sur quoi on va insister ce soir, hein, puisqu'évidemment on parle de dépistage, plus le cancer est détecté tôt, plus il se soigne facilement et plus les chances de guérison sont élevées. Voilà, près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. Et vous allez me dire, quid des 20% restants? On va tâcher d'y répondre. Donc n'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez effectivement poser vos questions sur le chat. Prénom plus questions et nous aurons 2 salves de questions-réponses voilà, nous essaierons de vous éclairer au mieux. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'ores et déjà des questions, vous pouvez les poser tout de suite. Alors, nos invités, on le rappelle, nous avons le docteur Anne Delorenne avec nous, médecin, donc référent dépistage cancer du sein au sein de la structure CRCDC. Alors, l'acronyme signifie Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Alors, AURA pour Auvergne-Rhône-Alpes, hein, si j'ai bien dit les choses. Bonsoir, docteur Anne Delorenne, bienvenue. Bonsoir, tout à fait, c'est exactement ça. Bon, très bien. Le CRCDC, c'est le Centre régional de coordination du dépistage des cancers qui, en fait, existe depuis 2019. Très bien. Nous avons également le docteur Catherine Bouteille qui a pris soin de mettre le petit ruban rose. Hein, c'est l'emblème du mois Octobre Rose avec une belle petite déco d'arrière-plan. Bonsoir docteur. Alors docteur, juste mettez en route votre micro. Voilà, c'est un petit bidouillage. Alors, je rappelle que vous êtes gynécologue, vous êtes en fait de la chirurgie oncologique, hein, c'est tout ce qui traite bien sûr des cancers, oncologique et réparatrice à la clinique mutualiste de Saint-Étienne. Je la refais, hein. Rebonsoir docteur. Oui, bonsoir. Voilà, parfait, vous avez cliqué là où il fallait. Vous allez bien docteur? Prête Très bien. Prête à répondre à nos questions? Ravie d'être avec vous et répondre au mieux. Bon, très bien. Nous avons également Fabienne Couvreur. Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous. Vous êtes la directrice de la Ligue contre le cancer 42, hein, pour le département 42. Pareil, vous êtes prête, concentrée. Avec vous, on va tâcher de comprendre certaines choses, notamment tout ce qui est partie soins de support, prise en charge, l'aspect retour à l'emploi. On verra évidemment lorsque l'on est atteint d'un cancer, un cancer du sein en l'occurrence, ça n'est pas sans conséquences. Mais en tout cas, on va être rassurant ce soir. On va surtout vous dire que ne vous inquiétez pas, il y a d'excellentes prises en charge et les choses se résorbent généralement très bien. Voilà, donc il faudra insister là-dessus. Et puis, on va parler également activité physique adaptée avec Gwenaëlle Guerpillon. Bonsoir Gwenaëlle. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Oui, on va voir l'importance de l'activité physique avec vous, hein, avant, pendant et après un cancer. Et on verra le rôle important de l'activité physique. Alors, je vais préciser que vous faites partie, d'ailleurs, il y a le Kakemono derrière qui est très explicite. Hein. Coquelicot 42, c'est un club d'athlétisme à Saint-Étienne qui accueille, hein, je crois, si je raconte pas de bêtises, Gwenaëlle, des personnes effectivement qui ont besoin d'activité physique bien adaptée, soit en situation de handicap ou, on le verra ce soir, des femmes ayant eu un cancer. Hein. C'est bien ça, Gwenaëlle. C'est bien ça. Entre autres choses. On va commencer avec vous, docteur Anne Delorenne. Puis je vous interrogerai à tour de rôle, mesdames également. Hein, on essaiera d'interagir toutes et tous. D'abord, une question simple, efficace. Le dépistage, c'est quoi? Et finalement, à quoi il sert le dépistage, docteur Delorenne? En quelques mots. Alors, le principe, en fait, c'est d'utiliser donc un test de dépistage qui permet donc la découverte de la maladie avant l'apparition de symptômes. Alors, donc, si on parle du cancer du sein, on a la chance en France d'avoir un programme national de dépistage, donc le dépistage organisé, qui s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans. Oui, docteur, nous vous écoutons. Voilà. Donc, je sens l'envie de continuer. L'intérêt, à quoi ça sert en fait? Le fait qu'on découvre la maladie donc avant l'apparition des symptômes permet des traitements qui sont plus légers,
et donc de meilleures chances de guérison. Donc, on diminue de cette façon la mortalité par cancer du sein. Donc c'est là finalement l'enjeu fondamental du dépistage, c'est s'y prendre bien en amont pour optimiser les chances d'évacuer, d'annihiler ce cancer. C'est là où tout se joue en fait. C'est ça, C'est là où tout se joue. On n'a pas mis en place ce dépistage sans avoir des données scientifiques là-dessus, hein. Et en fait, les études ont démontré qu'on avait une baisse de la mortalité globalement dans une population qui participe au dépistage, qui est de l'ordre de 20%. Néanmoins, si on s'adresse uniquement aux femmes qui vont régulièrement, tous les 2 ans, faire leur mammographie de dépistage, la baisse de mortalité est de l'ordre de 40%. Donc, c'est vraiment un élément très, très important. Ouais, en tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Docteur Catherine Bouteille, effectivement, vous confirmez l'importance de ce dépistage. Vous aussi, à votre niveau, vous sensibilisez vos patientes à cette notion importante de dépistage. Tout à fait, ce qu'a dit le docteur de Lorraine est très juste. Plus on va trouver les lésions tôt, plus on va pouvoir proposer des traitements qui sont plus plus conservateur déjà et surtout, on va pouvoir parfois limiter des traitements plus lourds comme la chimiothérapie et comme vous l'avez dit, du coup, l'annonce, la plupart du temps et fort heureusement, se fait après la mammographie et avec le radiologue et j'ai vu encore tout à l'heure une dame de 70 ans qui a bien suivi, qui fait bien son dépistage et il fallait vraiment s'arracher les yeux pour voir la petite lésion de 9 millimètres. Donc ça sera vraiment un accident de parcours pour elle grâce au dépistage. Voilà, l'importance du dépistage, on le dira jamais assez. En tout cas, c'est un mot que nous allons, je pense, employer très souvent durant cette émission, mais également durant tout ce mois d'octobre. Vous venez de parler de mammographie à l'instant, Catherine Bouteille. Alors, je me retourne vers vous, docteur Anne de Lorraine. La mammographie, c'est quoi? C'est à quel âge? Voilà, si on peut répondre à ces questions simples aussi. Alors, la mammographie, dans le cadre du dépistage organisé, donc, c'est à partir de 50 ans, de 50 à 74 ans. Comment est-ce que ça se passe? En fait, les femmes qui sont dans cette tranche d'âge-là reçoivent donc une invitation à partir de 50 ans, accompagnée de la liste des cabinets de radiologie et des radiologues qui participent au programme. Elles se rendent donc au cabinet de radiologie. Elles bénéficient donc en fait d'une radiographie des seins. On réalise 2 clichés par sein et d'un examen clinique des seins réalisé par le radiologue. La particularité, l'intérêt du dépistage organisé, c'est qu'en plus, par rapport au dépistage fait à titre individuel, hein, sans avoir une invitation, c'est que les mammographies normales sont adressées à la structure de dépistage pour une relecture par un deuxième radiologue. En fait, c'est un gage de sécurité et de qualité de l'examen qui est réalisé. Ah, c'est ça, c'est pour s'assurer que voilà, il y a concomitance avec la première lecture ou pas, bien sûr, parce que vous me l'avez dit dans la préparation de cette émission, la lecture de la mammographie est assez technique et délicate, hein, c'est ça, docteur? C'est ça, c'est ça. On pourrait penser, tel que je l'indique, c'est-à-dire qu'il faut avoir un deuxième radiologue qui, en gros, vérifie ce que le premier fait. C'est pas du tout ça. En fait, l'examen de dépistage, la mammographie de dépistage, c'est un examen qui est difficile d'interprétation. Qui dépend aussi beaucoup de la densité des seins, etc. Et du coup, en fait, il faut partir du principe que 2 avis valent mieux qu'un. Voilà, et les conditions dans lesquelles se font la seconde lecture sont différentes des conditions du radiologue premier lecteur. Voilà, le second lecteur se rend à la structure de dépistage, il vient pour une séance de relecture d'un grand nombre de mammographies, il est dans un contexte très particulier qui est différent de celui du premier lecteur, du radiologue premier lecteur.
Alors, Fabienne Couvreur, je vais me tourner vers vous à présent. Alors, effectivement, vous êtes directrice de la Ligue contre le cancer. Vous avez évidemment de l'appétence sur le sujet. Vous avez un niveau de connaissance sur le sujet, même si, à la différence du docteur Anne Delorraine et Catherine Bouteille, voilà, vous n'êtes pas médecin. Néanmoins, vous aussi, vous êtes dans la capacité d'informer, d'expliciter aussi les choses à faire en amont, comme on vient de le faire. On reviendra tout à l'heure sur les parcours de soins, tout ce que l'on peut faire. Mais est-ce que ça fait partie aussi du rôle de la Ligue d'expliquer ces choses comme l'a fait le docteur à l'instant? Oui, tout à fait. C'est vraiment une des missions de la Ligue contre le cancer, de porter connaissance, de promouvoir ces dépistages et d'aller aussi vers des publics qui sont peut-être moins bien informés ou qui ont des réticences, qui parfois sont peu lecteurs. Et c'est aussi essayer de les convaincre et de discuter avec eux sur leurs peurs. Parce que finalement, le cancer, c'est un mot qui fait encore très peur. Mmh. Et Octobre Rose permet finalement un éclairage de mettre en lumière, si vous voulez, des ambassadeurs, des ambassadrices pour relayer ces messages. Et c'est important. C'est important parce que là, on parle de dépistage organisé. On sait qu'en France, il existe aussi du dépistage individuel. Et puis, il faut différencier du rendez-vous gynécologique tous les ans, qui est aussi préconisé. Donc, en fait, pour quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, qui n'est pas un professionnel de santé, qui est en dehors de ces circuits, ça peut paraître complexe. Ouais, effectivement, ça peut paraître complexe. Mais en tout cas, je veux dire, les structures existent. Aujourd'hui en France, et en 2021, plus qu'en 91 ou en 81, je veux dire, la technique, la science a évolué, l'approche, la connaissance. Docteur Catherine Bouteille, aujourd'hui, on est à même comment dire, d'être extrêmement efficace sur et le dépistage, sur le traitement, mais aussi sur la façon dont on va diffuser les informations. On a beaucoup évolué sur la connaissance, docteur. Oui, on a beaucoup évolué grâce au dépistage qui a débuté il y a déjà de nombreuses années et surtout le bouche à oreille des patientes qui se disaient c'est vrai qu'il y a parfois des peurs, ne serait-ce que la peur qu'on vous trouve quelque chose, mais une fois que les messages passent, que plus on trouve tôt, mieux ça se passe, dans tous les domaines, et bien, déjà il y a une peur qui enfin, on rassure quelque part et par ailleurs, il y a encore des femmes qui ont peur de faire leur mammographie parce qu'elles ont peur d'avoir mal. Oui, oui, Et ça, il d'accord. faut bien expliquer que les techniques aussi ont évolué, les machines ont évolué et que c'est pas un examen qui est tout à fait agréable, mais qui n'est pas, douloureux. D'accord, on va l'expliquer tout à l'heure aussi. On essaiera de rentrer un petit peu plus dans le détail parce qu'il y a sans doute donc des femmes qui nous regardent ce soir et qui s'interrogent en se disant ok, très bien, bon, je vais me faire dépister, mais comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes? On va voir ça d'ici quelques secondes. Je l'ai dit dans l'introduction, docteur Anne Delorraine, c'est essentiellement les femmes de 50 ans et au-delà qui sont touchées par le cancer du sein, mais ce qui veut donc dire aussi qu'il y a une partie des femmes de moins de 50 ans aussi qui sont concernées. Quelle est la différence d'approche par rapport à ces deux tranches d'âge-là, si je puis dire? Alors, bon, comme vous l'avez dit, les femmes, il y a des cancers du sein chez des femmes qui ont moins de 50 ans. On estime à peu près entre 20 et 25% le nombre de cancers qui arrivent dans cette tranche d'âge-là. Par contre, effectivement, l'approche est différente parce que la mammographie, en tout cas, une mammographie tous les 2 ans, à partir de 40 ans, pour le moment, n'a pas fait la preuve de son efficacité en termes de baisse de la mortalité. Bien qu'il y a, bon, il y a des difficultés par rapport à ça dans le sens où il n'y a pas vraiment un consensus par rapport à cet aspect-là. Du coup, en fait, ce qui est recommandé de 25 à 50 ans et même au-delà, c'est quand même, donc c'est un examen clinique des seins tous les ans par un professionnel de santé. Donc, professionnel de santé, le gynécologue, le médecin traitant, la sage-femme aussi, maintenant qui réalise, donc qui peut réaliser cet examen. Voilà. Donc, dans cette tranche d'âge-là, c'est ce qui est recommandé. Alors, pourquoi est-ce que finalement on ne propose pas un dépistage systématique avant 50 ans et pourquoi est-ce que ça n'a pas fait la preuve de son efficacité? En fait, la difficulté, c'est que la mammographie donc, est beaucoup plus difficile d'interprétation et beaucoup moins lisible
avant 50 ans, dans le sens où les femmes ont des seins plus denses, ce qui implique donc une lecture qui est beaucoup moins facile. L'échographie, donc, qui est souvent proposée à cet âge-là, n'a pas non plus pu démontrer qu'à une seule, en la rajoutant à la mammographie, on avait un effet sur la baisse de mortalité. Voilà, et ce qui a été aussi montré, c'est qu'on a beaucoup plus de femmes pour lesquelles il y a des faux positifs, hein, c'est-à-dire des images qui finalement ne débouchent sur rien, dans cette tranche d'âge. D'accord. Donc faux positif. Alors ça engendre quoi le faux positif? Bon, ça engendre une inquiétude de la femme, ça engendre des examens complémentaires, D'accord. voilà, soit une surveillance, on refait des mammographies tous les 6 mois, puis ensuite tous les ans. Ça peut aussi engendrer des examens type microbiopsie, voilà, qui ne débouchent pas forcément sur un diagnostic. Alors Catherine Bouteille, je vous vois, puisque vous êtes gynécologue et le docteur Anne de Lorraine a dit, bah voilà, on va aussi voir son gynécologue. Moi, j'aimerais comprendre comment ça se passe. Est-ce que vous sensibilisez, alors quotidiennement, je ne sais pas, mais peut-être de manière hebdomadaire ou peut-être tous les jours, est-ce que vous sensibilisez sans forcément attendre Octobre Rose tous les jours sur la nécessité de se dépister dès lors que vous avez une jeune femme qui a 25 ans et 50 au-delà, bien évidemment. Est-ce que ça fait partie du travail Oui, bien sûr, ça fait partie du travail. Et comme on l'a bien dit, les dames sont au courant maintenant qu'à partir de 50 ans, il y a un dépistage qui est proposé tous les 2 ans. Et comme vous le disiez un peu plus tôt, l'examen clinique compte aussi beaucoup pour diagnostiquer une anomalie du sein. Donc non seulement il faut la mammographie qui est difficile à lire parfois, il faut l'échographie qui apporte beaucoup de renseignements et il faut l'examen clinique. Et c'est avec ces 3 éléments qu'on va pouvoir vraiment surveiller le sein au mieux. Et puis je crois, comme vous l'avez dit aussi, qu'il ne faut pas trop appréhender. Si on nous trouve quelque chose, un de ces examens, il y a quelques années, on a parlé du surdiagnostic du dépistage et je crois qu'il faut aussi rassurer parce que même si on vous trouve quelque chose, on vous dit revenez dans 4 mois, on fait une échographie, on fait un prélèvement pour vérifier que c'est bénin, on est rassuré et puis voilà et on ne laisse pas passer quelque chose qui pourrait évoluer forcément avec les mois qui suivent si on a tendance à dire le dépistage peut entraîner un surdiagnostic qui à mon sens n'est pas une vraie question. Donc il ne faut pas avoir peur, même si on doit faire un examen de plus, voilà, au contraire, quelque part après, il y a une assurance. Fabienne Couvreur, pareil, au niveau de la Ligue contre le cancer, alors la Ligue 42, mais la Ligue au niveau national, on oriente aussi, on est capable, enfin j'imagine que oui, orienter vers les bons spécialistes, les bons médecins. Est-ce qu'on a, je sais pas, alors c'est peut-être une question un peu naïve, est-ce qu'on a un carnet d'adresses à proposer à des patients, des patientes en fonction du lieu d'habitation, etc., etc. Alors, on n'a pas forcément un carnet d'adresses, c'est pas notre vocation, mais par contre, on peut orienter vers le bon professionnel. Donc, le docteur l'a rappelé, hein, que ce soit un médecin traitant, un gynécologue ou une sage-femme. Et puis surtout, on va aussi rassurer, on va expliquer la temporalité à respecter, parce que c'est important. C'est bien de faire sa mammo une fois, mais il faut y aller tous les 2 ans. Donc, on va aussi communiquer sur les bons rythmes, pourquoi la femme reçoit une invitation, comment elle peut choisir son cabinet de radiologie, c'est-à-dire que parfois, si elle habite à un département limitrophe, elle peut très bien aller dans un autre département parce que ça lui facilite la vie dans son quotidien. Donc, c'est ce genre d'informations et de messages qu'on va porter. On ne va pas orienter vers le professionnel. Normalement, on n'a pas le droit de le faire, hein. D'accord, oui, ça fait pas partie de vos prérogatives. Néanmoins, ça fait partie. Vos prérogatives, c'est d'informer, conseiller, orienter. Voilà, en fonction de la tranche d'âge, rassurer les personnes. Des fois, les personnes sont amenées à nous parler de leurs antécédents familiaux, de leurs craintes. Voilà, donc on va aussi donner les bonnes informations, donner par exemple le numéro de la structure de gestion, si la femme a perdu son invitation. Voilà,
lui donner tous les conseils, si vous voulez, pour faciliter sa démarche et son parcours. Parce que malheureusement, aujourd'hui en France, tout le monde ne participe pas à ce dépistage. On n'a pas atteint les taux de participation qu'on souhaite. Et la période Covid n'a peut-être pas arrangé les affaires. Avec les phases de confinement. Les taux, aujourd'hui, on les connaît, Fabienne Couvreur? On a des statistiques, des chiffres? Là, les taux qui nous sont donnés au niveau national montreraient une baisse d'environ 10%. On serait plutôt autour de 43% en taux de participation pour 2020, ce qui est vraiment très, très faible. Ce qui est très faible. Et je pense qu'il y a effectivement l'effet Covid, malheureusement, hein, qui est venu se greffer à cela, et c'est bien dommage. Anne de Lorraine, on a parlé de l'importance, la régularité, hein, tous les 2 ans, hein, on l'a dit, le docteur Catherine Bouteille l'a dit. Donc on sait que voilà, il faut bien garder à l'esprit qu'il est nécessaire d'être régulière dans cette phase de dépistage. Si on pose la question des facteurs de risque, est-ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'on sait pourquoi on va avoir un cancer du sein? Est-ce que c'est un sujet que l'on maîtrise? Alors c'est quoi? C'est un terrain génétique? C'est l'environnement? C'est quoi? Si je puis me permettre, effectivement, avant qu'on aborde les questions de facteurs de risque, Ouais. je voudrais insister sur ce qu'a dit Madame Couvreur et D'accord. Madame Bouteille, dans le sens où, effectivement, la régularité et le fait de faire la mammographie tous les 2 ans, c'est primordial. L'intérêt aussi de le faire dans le cadre du dépistage, c'est qu'à partir du moment où on a enregistré la mammographie, on réinvite automatiquement 2 ans après. Donc, la personne n'a pas à se préoccuper de savoir quand est-ce qu'elle doit refaire sa mammographie. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'en fait, on se rend compte ces dernières années, on l'a remarqué dans une étude en 2015, qu'on a quand même, bien qu'on propose le dépistage tous les 2 ans, on a quand même une certaine proportion de tumeurs de plus de 2 cm qu'on voit apparaître dans le dépistage. Et en fait, si on regarde de façon plus précise, ces femmes-là, en fait, ce sont des dames qui n'ont pas respecté le délai tous les 2 ans. Du coup, si on dit que l'intérêt du dépistage, c'est d'avoir une prise en charge qui soit à minima et un traitement le plus léger possible. Il faut vraiment respecter ce délai de 2 ans. C'est c'est le meilleur délai compte tenu des connaissances qu'on a sur l'histoire naturelle de la maladie pour une femme sans facteur de risque particulier. Donc voilà, c'est vrai que je souhaitais insister. Non, mais vous avez bien fait, vous avez raison, parce que on voit l'importance de cette phase de dépistage régulier. Hein. Clairement, vous l'avez bien explicité, quoi. Et en fait, en ce qui concerne les taux de participation, oui, le taux de participation 2019-2020 en France, il est de l'ordre de 45%. Et effectivement, on a perdu quasiment 10% depuis les années 2013, presque 10 ans. Et d'où l'importance, en fait, il y a eu des polémiques à une époque, dans les années 2015, qui ont quand même beaucoup interrogé les femmes. Et du coup, le docteur Bouteille a parlé du surdiagnostic. C'est clair que cette question du surdiagnostic, c'est-à-dire le fait que peut-être que le dépistage trouve des tumeurs qui ne seraient pas finalement apparues, qui n'auraient pas évolué, oui, mais actuellement, en fait, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux que le dépistage et il vaut mieux traiter toutes les tumeurs. On n'a pas actuellement la capacité de faire la différence entre des tumeurs qui vont évoluer et des tumeurs qui n'évolueront pas. Donc pour le moment, c'est ce qu'on sait faire le mieux et c'est ce qu'il y a de plus fiable pour le moment. Voilà, la recherche est très axée sur trouver des facteurs soit de caractéristiques des tumeurs, soit des facteurs biologiques qui permettent de mieux préciser ces petits cancers là qu'on appelle les cancers in situ pour savoir lesquels vont évoluer ou pas. Mais actuellement, les recommandations, c'est vraiment ça reste et la polémique qu'il y a eu dans les années 2013-2014 était aussi sur l'efficacité du dépistage. Depuis, il y a eu de nouvelles études
et de nouvelles analyses des études qui ont redémontré, en particulier le Centre international de recherche sur le cancer, qui ont redémontré que oui, il y a un effet positif du dépistage et oui, il y a bien une baisse de la mortalité. En Je tout suis cas, désolée, j'étais un peu longue. Bah, je vous en prie, docteur. Non, mais on est là, nous sommes là pour éclairer, hein, pour apporter des réponses aux questions que l'on peut se poser, effectivement. Mais là, vous avez bien mis l'accent sur la nécessité de la régularité dans le dépistage. Voilà, c'est ce que l'on fait de mieux aujourd'hui. Docteur Catherine Bouteille, un mot sur les facteurs de risque. Après, on va vous écouter parler un peu plus du parcours de soins, etc. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît les facteurs de risque? Oui, alors ce que je voulais juste rajouter dans le dépistage, c'est que parfois les patientes viennent, elles ont eu leur mammographie 2 ans avant et là on trouve quelque chose à la mammographie, du mois de septembre 2021. Elles me disent: «Mais comment ça se fait qu'on me trouve quelque chose? Parce que j'ai fait ma mammographie il y a 2 ans». Donc il faut aussi expliquer que le dépistage n'empêche pas la maladie d'arriver parce que parfois les dames, elles mélangent un petit peu. Par D'accord. contre, on dépiste de plus en plus tôt et actuellement, comme vous le disiez, on n'a, pas du tout, déterminé de lésions qui soient cancéreuses ou précancéreuses qu'on pourrait regarder comme ça, évoluer sans rien faire. Donc même si c'est une toute petite lésion, un petit cancer in situ, c'est très important de le prendre en charge. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement et du coup, Alors, qui veut répondre à ma question sur les facteurs de risque, du coup, parce que j'ai si, j'ai alors toujours pas mes éléments de si, réponse. En gros, les oui, les facteurs de risque, c'est vrai qu'on sait maintenant qu'il y a à peu près, bah, d'ailleurs tout cancer confondu, 30 des cancers qui seraient d'origine environnementale et ça, effectivement, c'est une bonne hygiène de vie, c'est les conseils, c'est les soins de support, c'est l'activité physique. Alors ça, on sait que c'est peut-être la meilleure des choses pour je vois prévenir un Gwenaël cancer. sourire, hein. Voilà et pour éviter une récidive, vous allez bien en parler tout à l'heure et puis, peut-être aussi, le terrain familial. Depuis quelques années, les D'accord, antécédents familiaux, on l'a évoqué tout à l'heure, ce ouais. sont des éléments très importants à connaître parce qu'on ne peut pas en faire abstraction même dans le dépistage. Parce que le dépistage, il est adapté à chaque femme. Il y a un dépistage de masse qui permet de trouver des lésions qu'on ne palpe pas, qu'on dépiste très tôt et qu'on va traiter mieux. Et puis malheureusement, il y aura quand même des patientes qui vont avoir un nodule qu'elles vont palper sans dépistage ou entre 2 dépistages et qu'il faudra, quand même prendre en charge, même s'il est un peu plus gros et que le dépistage résoudra Mmh, malheureusement mmh, pas tout mmh, et mmh. les antécédents familiaux interviennent beaucoup pour adapter cette surveillance qui peut être effectivement tous les 2 ans, mais qui peut être aussi rapprochée si on sent qu'il y a un terrain familial un peu de poids un peu plus important s'il y a 1, 2 ou 3 femmes dans la famille et ça on peut le codifier par l'interrogatoire très bien déjà pour sélectionner un peu des patientes plus à risque de cancer familial qu'on surveillera différemment et qu'on peut aussi orienter vers des consultations d'oncogénétique. Voilà, au moins on a nos éléments de réponse. On est à même aujourd'hui d'expliquer les facteurs de risque. En tout cas, c'est clair. Alors, Catherine Bouteille, vous avez parlé d'activité physique. Je vais me tourner vers vous, Gwenaël Guerpillon, parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu depuis le début de cette conférence, mais on vous donnera la parole plus longuement. Voilà, l'activité physique. On ne parle pas de sport, hein, on parle d'activité physique. Alors, on pourrait parler de sport, mais l'activité physique en elle-même, puisque vous êtes APA, hein, c'est ça. J'essaie de retrouver ma fiche. Activité physique adaptée, hein, enseignante en activité physique adaptée. Donc du coup, vous êtes vraiment, j'allais dire, en lien avec des femmes atteintes de cancer du sein ou qui pourraient éventuellement l'avoir si il y a un terrain familial privilégié. Donc du coup, vous allez intervenir directement à ce niveau-là en proposant une activité physique qui soit bien ciblée. Tout à fait. Après, suivant les femmes, on peut justement proposer des activités physiques adaptées, suivant aussi leurs problèmes, effectivement. On adapte. Si elles ne peuvent pas lever le bras, ben, on fait un autre exercice et on lève, par exemple, juste un bras au lieu des deux. Et après, on adapte en fonction de toutes les prérogatives des médecins aussi qui nous prescrivent, qui prescrivent l'activité physique aux personnes. Ouais, c'est ça. Et vous travaillez de concert avec les prescriptions des médecins, les conseils des médecins? Oui, oui, tout à fait. Une fois que l'activité physique adaptée est prescrite par un médecin, souvent les médecins mettent des recommandations en dessous sur ce qu'il faut travailler en priorité. Nous, on travaille là-dessus et après, on peut travailler sur d'autres aspects si les personnes nous demandent.
On verra ça tout à l'heure. La Ligue contre le cancer oriente aussi vers des structures pour avoir une activité physique adaptée. Fabienne Couvreur, ça fait partie aussi de vos champs d'action? Oui, on a même, dès 2008, je crois, Mmh. démarré l'activité physique adaptée avant même que les premières études, mettent en avant, les bénéfices et proposer, ce qu'on appelait nous un tremplin pour aller vers de l'activité physique adaptée. Parce que la difficulté, c'est de remettre en activité des personnes qui avaient abandonné l'activité physique, qui étaient devenues sédentaires, et la sédentarité est d'ailleurs un des facteurs de risque, notamment chez la femme ménopausée. Donc, à un moment, c'est voilà, comment on arrive Alors, le docteur à faire Fabienne rebouger les gens, Couvreur, plutôt. parce que, il y a la prescription Alors, on va médicale, mais essayer de voilà. reprendre. Fabienne Couvreur, je ne sais pas si vous m'entendez. Reprenez simplement, parce qu'on a eu une coupure de connexion Internet. Voilà. Oui. Donc, reprenez votre propos, s'il vous plaît. Oui, je disais qu'en 2008, la Ligue avait initié l'activité physique adaptée pour les patients atteints de cancer, avant même que des études D'accord. prouvent le bénéfice. Oui. Et c'est important parce qu'on sait que la sédentarité, notamment chez les femmes ménopausées, est un facteur de risque supplémentaire pour le cancer du sein. Donc, il faut amener les femmes à bouger. Et du coup, la Ligue propose aussi de l'activité physique. Parfois, nous sommes un tremplin avant l'intégration dans un club pour des personnes Ah oui, très bien. D'accord. qui ont eu, qui n'étaient pas sportives du tout, qui ont depuis longtemps arrêté toute activité physique. Et donc, il y a des parcours qui sont plus longs que d'autres. D'où l'intérêt d'avoir Gwenaëlle ce soir, hein, parce que finalement, on peut créer la jonction, la petite passerelle entre et la Ligue et les structures adaptées, puisque vous intervenez en amont. Et voilà, on a bien compris que la sédentarité était à proscrire autant que faire se peut, hein, si on veut être tranquille. Alors maintenant, je vais me tourner vers le docteur Catherine Bouteille. Je rappelle que vous êtes gynécologue, chirurgie oncologique et réparatrice, hein, vous intervenez à ce niveau-là. Comment on annonce la maladie? Parce que c'est pas quelque chose de simple, parce qu'il y a l'aspect psychologique, faut l'accepter. Il y a le choc psychologique. Comment le médecin que vous êtes annonce la maladie? C'est vrai qu'il y a en fait 2 situations. Il y a des patients qui vont aller faire leur mammographie, qui n'ont rien senti, qui ne s'attendent à rien et on leur trouve quelque chose à la mammographie et le ciel leur tombe sur la tête. En fait, c'est assez brutal parce on a un peu peur d'aller faire sa mammographie, mais quand on se trouve confronté, au diagnostic, c'est brutal et souvent là, c'est d'ailleurs les radiologues qui vont avoir, la difficile charge Ouais. d'annoncer parce que d'emblée, sans attendre, quand il y a eu une anomalie à la mammographie, souvent une échographie est faite dans la foulée et le prélèvement est immédiatement proposé pour éviter ce temps d'attente. Et à ce moment-là, les patientes sont reconvoquées pour qu'on leur explique qu'il y a un petit problème. Et le radiologue, lui, n'est pas chirurgien. Donc, Mhm. il va se contenter de dire: «Il y a un problème». Quand on est dans le cadre du dépistage, en général, c'est un petit problème puisque le nodule n'est pas senti. Donc déjà là, il y a ce message à faire passer souvent aux patientes et ensuite, comme le disait madame Couvreur, il y a quand même un parcours de soins qui est organisé, un réseau de soins et chaque, radiologue est capable d'orienter vers une structure ou de répondre déjà aux premières questions. Et là, il y a de toute façon un délai d'attente qui va être difficile pour les femmes parce que tout s'arrête. Leur projet, tout d'un coup professionnel, familial et il y a un arrêt sur image et c'est vrai que dans tous les cas, il va y avoir un moment d'attente qui est incompressible jusqu'au moment où, en principe, le chirurgien qui doit les opérer va les recevoir. Et là, notre rôle, c'est de répondre aux questions, surtout que de donner de l'information bien. On en est noyé de plus en plus partout, des piles de papier à lire dans tous les sens et ça, je pense que c'est, carrément, C'est rédhibitoire, hein, je pense, hein. rédhibitoire. Mm. Rédhibitoire. Quand on se trouve dans cette situation, on a besoin d'un professionnel pour répondre aux questions et aux questions qu'on se pose. Donc on a besoin d'écouter les problématiques des femmes qui ne sont pas les mêmes selon l'âge qu'elles ont, selon leur état de santé, selon leur vécu dans les antécédents familiaux. En particulier, s'il y a eu des cancers dans la famille, il y a tout de suite une projection qui est négative de la maladie. Et puis avec, ces questions, essayer d'y répondre et d'expliquer après ce qu'on propose comme traitement.
C'est un peu différent l'annonce de la deuxième situation quand une patiente sent un nodule. Et là, elle sent un nodule. Et une femme qui sent un nodule, quelque part, il y a un petit voyant rouge qui s'allume. Elles savent que ça peut éventuellement être quelque chose de grave. Donc, elles vont faire le démarche et là, elles savent déjà que peut-être, donc il y a eu un temps d'approche, un temps de préparation, mais néanmoins, le diagnostic, quand il tombe, il y a un temps d'adaptation, quelques jours. Notre rôle les soignants, c'est de répondre au plus vite à la demande en évitant de donner des rendez-vous trop tardifs pour rencontrer ces femmes, mais il y a quand même une période qui sera difficile à gérer. Mais après, une fois que la route est tracée, elles sont rassurées finalement. On leur dit voilà ce qu'on vous propose. Et à partir de là, on sent que ça y est, elles vont redevenir actrices un petit peu de ce qui se passe en étant bien entourées, en leur disant qu'il y a déjà suffisamment de choses à gérer, que là, toute l'équipe qui est présente ici est là pour les aider dans la tendance un peu et le guidage parmi tout ce parcours qui sera parfois très long. Oui, qui peut être parfois long. Alors, moi, vous avez une fonction aussi, c'est la chirurgie, les actes chirurgicaux. On sait aussi que parfois, alors sans être alarmiste, hein, parce que c'est ce que je crois, il me semble, lorsqu'on s'était eu pour préparer cette émission, Docteur Bouteille, que c'est assez rare. Néanmoins, il peut y arriver parfois qu'il y ait des ablations du sein. Ça reste un épiphénomène ou pas du tout et on verra ensuite comment on vit avec et après ça. Alors, justement, le fait de dépister tôt, D'accord. c'est un élément fondamental par rapport au traitement chirurgical quant à la conservation du sein ou à la nécessité parfois de l'enlever. Plus les années passent, plus on va pouvoir conserver le sein des femmes, quasiment dans 80% des cas. Donc 8 fois sur 10, on C'est peut rassurant. avoir un traitement conservateur. Et ça n'empêche pas que parfois, il va falloir expliquer qu'il y aura des petits troubles sur ce sein opéré avec les traitements qu'on aura après, mais on peut garder son sein. Dans les 20% des autres cas où on est amené à faire une mastectomie, c'est pas toujours parce que le cas est plus grave aussi. Il faut bien le préciser aux femmes, c'est parce qu'elles souvent elles font l'amalgame mastectomie, cas grave, etc. C'est pas toujours le cas. Mmh. Faut expliquer que parfois on le fait pour l'avenir, c'est pour éviter qu'il y ait d'autres soucis. Et dans ces cas-là, quasiment tout le temps, on peut au moins proposer une reconstruction mammaire, parfois D'accord. immédiate, et après c'est à elle de choisir. Donc, s'il y a ablation du sein, on est capable de proposer une reconstruction mammaire, si j'ai bien compris. Donc ça permet. Est-ce que vous, parce que c'est intéressant aussi d'avoir votre expérience et vos témoignages, quand vous avez proposé déjà ces reconstructions mammaires, qu'est-ce qu'il en résulte sur le plan psychologique de la femme qui du coup se retrouve à nouveau avec un sein, mais qui n'est pas le sein originel, c'est accepté, il y a une période d'adaptation, c'est compliqué ou est-ce que tout dépend les profils, docteur? Alors ça dépend des profils. Déjà, c'est pas forcément les femmes les plus jeunes qui voudront absolument une reconstruction mammaire immédiate. J'ai eu des patientes de plus de 80 ans qui venaient pour demander une reconstruction. Donc c'est quelque chose qui ne dépend pas forcément de l'âge. Lorsque la patiente est confrontée au diagnostic, souvent la peur, le diagnostic et les traitements qui vont avec font qu'elle centralise son énergie et sur les traitements et sur le maintenant, le traitement du cancer. Et elles ont parfois un petit peu de mal à se projeter sur plus tard. Et nous, notre rôle, c'est de dire, il y a un problème, on va le traiter. Dans 20 ans, dans 95% des cas, vous serez encore là. Et si on peut avoir avant anticipé vos cicatrices, anticiper une reconstruction mammaire si vous le souhaitez, ça sera d'autant plus facile à tourner une page ou à mettre l'événement dans une case de sa tête sans l'oublier, mais pouvoir avancer peut-être plus facilement. Très bien, mesdames. En tout cas, j'apprécie votre esprit de concision, parce qu'effectivement, le temps passe vite et on va essayer de balayer tous les sujets. On va écouter dans un instant Fabienne Couvreur pour les soins de support, les prises en charge. Vous nous direz aussi, Catherine Bouteille, la surveillance continue après le cancer. C'est un enjeu fondamental. Mais d'abord, j'aimerais qu'on retrouve Corinne Masson.
qui collecte les questions, Corinne Masson hein, d'Aesio Mutuel qui est avec nous, qui collecte les questions qui arrivent ce soir, je l'espère nombreuses ces questions. Rebonsoir Corinne. Le temps de juste activer le micro, Corinne. C'est vrai que ce sont des réflexes. Voilà, très bien. Alors, si on se tourne du côté des questions, qu'est-ce que nous avons ? On a eu 2 questions pour le moment, plusieurs questions, mais qui se regroupent sur 2. Ouais. Une sur l'autopalpation, docteur Bouteille, vous en avez parlé. Comment on fait ? Est-ce que c'est fiable ? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, l'une ou l'autre, sur l'autopalpation ? Catherine Bouteille, et puis on écoutera aussi le docteur de Lorraine nous dire bah, oui, comment s'y prendre. Après tout, c'est vrai, il y a peut-être une technique. Docteur Bouteille, pour commencer. C'est vrai que c'est important déjà de regarder ses seins quand on se lave, quand on se douche, les bras en l'air, les bras comme ça. Après, il faut faire confiance des fois à son partenaire, hein, dans les 2 sens, parce que j'ai eu parfois des messieurs qui sont venus et qui avaient trouvé chez leur partenaire un nodule. Et j'ai eu l'inverse aussi. J'ai une femme qui l'a trouvé chez son époux. Donc, l'autopalpation et la palpation par le partenaire est importante. Et surtout, les femmes, elles ont la capacité, mais vraiment, ça se vérifie tous les jours, à se rendre compte quand il y a quelque chose d'anormal dans leur sein. Et c'est pas forcément une boule qui va sauter comme ça dans la main, c'est le sein qui peut se froncer un petit peu quand on lève le bras, le mamelon qui devient un petit peu comme eczématiforme ou qui va couler, ou une zone qui va être un peu sensible, parce que le cancer, en théorie, ne donne pas de douleur au sein, mais parfois, il peut mettre la glande mammaire sous tension et il y a quand même un peu de douleur. Donc, à partir du moment où il se passe quelque chose d'anormal, il faut avoir une alerte. Chez les dames ménopausées, ça peut être seulement, et ça c'est pour ça que c'est difficile, la période avant les règles où les seins sont tendus, et refaire l'examen, regarder son sein après ces règles. Et si là, il y a quelque chose qui perdure, qui tracasse, il faut faire confiance à son médecin. Il faut y aller, lui dire voilà, il y a quelque chose que je trouve pas bien, et souvent il va prescrire l'examen qui convient. Donc l'autopalpation ou simplement l'examen de son corps, hein, finalement, et ben souvent est d'une grande aide, et les femmes elles savent faire. Même si il n'y a pas de recette miracle, il suffit de se regarder et d'être à l'écoute de son corps. Anne de Lorraine, vous souhaitez ajouter un complément d'information à ce qu'a dit le docteur Bouteille ? Oui. Alors, un complément d'information qui va dans le sens de dire oui, c'est bien que les femmes soient vigilantes par rapport donc à leur poitrine. Par contre, les études ont démontré que c'était insuffisant pour réduire la mortalité. Il ne faut pas imaginer que ça peut remplacer la mammographie de dépistage. Et c'est quand même un élément qui est important. On a des éléments pour dire les études, ça ne permet pas de baisser la mortalité. Par contre, on a des éléments. Le Centre international de recherche pour le cancer, là, en 2015, donc, a fait aussi le point là-dessus, pour dire que c'est une indication suffisante pour le déplacement des cancers détectés vers un stade plus précoce. C'est-à-dire ça peut permettre de trouver des tumeurs qui sont plus petites, donc avoir des conséquences sur la prise en charge et sur les traitements. Voilà. Très bien. Donc là, la notion de mammographie. Corinne, autre question peut-être ? Oui, une question. Pourquoi ne pas proposer le dépistage organisé avant 50 ans ? Il y a peut-être une raison de facteur de risque, je ne sais pas. Alors, j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Hein. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas démontré que ça avait une efficacité réelle, même s'il n'y a pas de consensus vraiment entre les spécialistes. On n'a pas vraiment démontré qu'il y avait un intérêt à le faire de façon systématique à partir de 40 ans. Ce qui se passe aussi, c'est que on irradie aussi plus les seins à ce moment-là. Et lors de la mammographie faite dans ces tranches d'âge-là, les seins étant plus denses, donc du coup, il y a un peu plus de rayons. Donc, dans la mesure où ça n'a pas vraiment démontré son efficacité, c'est pour cette raison que
bien que pendant des années, on les fait, hein, clairement. Donc, à partir de 50 ans, beaucoup de femmes ont eu des mammographies. Bon, on ne peut pas dire que ça ait fait la preuve de son efficacité. Par contre, si je peux juste rajouter une Oui, chose, docteur. Oui. on est dans du dépistage de masse. Oui. Et on est dans des enjeux de santé publique. Par Mhm. contre, à titre individuel, les femmes, elles sont suivies quasiment tout par leur médecin traitant, leur sage-femme, leur gynéco. Et à partir de 40 ans, qu'on ait des antécédents familiaux ou pas, on doit leur proposer plus que la palpation clinique, bien sûr plus que l'autopalpation qui dépistera les 20% qui seront passés à travers, mais à partir de 40 ans, entre 40 et 50 ans, on est à peu près tous d'accord, les spécialistes d'organes, pour dire on fait une mammographie à peu près tous les 3 ans, en l'absence d'anomalies cliniques, associées à une échographie. Et avec ça, déjà, on récupère quand même pas mal d'anomalies qu'on n'aurait pas eues si on n'avait rien fait. Et avant 40 ans, tout dépend des antécédents familiaux et de l'examen clinique. Mais il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Il y a du dépistage individuel, il est encore là, hein, il est adapté à chaque femme. On peut faire des choses. Dépistage après 50 ans, c'est santé publique, mais dépistage avant, il existe aussi. D'accord, d'accord, Catherine Bouteille, c'était important de préciser ce point. Peut-être une dernière question, Corinne, ou alors on va vous retrouver d'ici quelques minutes. Hein. Oui. On va se refaire une deuxième salve de questions-réponses. À tout à l'heure, Corinne. Merci en tout cas. Je vais donner la parole dans un instant à Fabienne Couvreur et puis bien sûr Gwenaëlle Guerpillon. Juste une dernière question, Anne de Lorraine ou docteur Bouteille. La surveillance est primordiale aussi. Après le cancer, c'est pas voilà, on se dit bon, j'ai eu un cancer, ok, très bien, je suis guéri. On doit continuer à être alerte. Anne de Lorraine, vous voulez répondre à cette notion-là d'importance de continuer la surveillance? Alors, moi, je répondrais plutôt sur continuer la surveillance, bien sûr, et après, vous dites rester alerte, vous parlez d'activité physique je pense, je me dis, est-ce qu'il peut y avoir récidive? Est-ce que ça peut revenir? Alors, Voilà. par rapport à ça, bon, je pense que le docteur Bouteille est peut-être mieux placé pour répondre, mais donc, On vous en fait, écoute la pas. surveillance des cancers du sein, c'est une mammographie par an pour le reste de la vie, hein, en tout cas. Et les 5 premières années, il y a des protocoles très particuliers qui sont organisés entre le gynécologue, le cancérologue, le radiothérapeute. Voilà, je pense qu'elle est les plus. Docteur Bouteille, alors? Oui, je dirais la même chose. En termes de bien. surveillance, Il y a consensus là pour le coup. Oui, mais il y a quand même une chose, il y a la mammographie et l'échographie tous les ans à vie. On s'arrête jamais parce que des fois, les dames, au bout de 5 ans, elles disent je m'arrête. Non, on continue jusqu'à qu'on puisse plus se lever pour aller voir le radiologue. Et la deuxième chose dans la surveillance qui est très importante pour des femmes qui ont eu un traitement, c'est gérer et surveiller les effets secondaires éventuels liés au traitement. Et Fabienne Couvreur va peut-être en parler parce que c'est l'observance en particulier des traitements anti-hormones qu'on donne et qui, eux, vont prévenir d'une éventuelle récidive et remettre le risque identique par rapport à une femme qui a eu un cancer et à celle qui n'en a pas eu, à condition de bien suivre son traitement. Donc, si on a un problème d'un effet secondaire lié à l'hormonothérapie, par exemple, il faut le signaler et on va trouver une bonne oreille attentive dans les soins de support, dans l'aide, dans tout ce qui est proposé pour essayer de trouver une solution dans cette surveillance aux effets secondaires apparus qui pourraient, si on les arrêtait, entraîner des problèmes après. D'accord. Donc c'est la deuxième notion dans la surveillance des effets des traitements. Fabienne Couvreur, je vais me tourner vers vous à présent. La Ligue contre le cancer, hein, que l'on connaît bien. La Ligue contre le cancer 42, c'est l'entité que vous représentez. On va parler des soins de support, comment en bénéficier. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par soins de support? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que voilà, vous allez nous rassurer quant au fait que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a des structures et qu'on est accompagné, on est orienté, même si on l'a dit il y a quelques instants. Alors c'est quoi les soins de support? Donc, ce sont les soins et les soutiens qui sont nécessaires à la personne malade et qui sont en parallèle des traitements spécifiques que sont la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Alors, ces soins de support, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont pour la plupart du temps présents dans les établissements de santé et donc ils permettent de prendre en charge la douleur,
le soutien psychologique, une prise en charge diététique, une prise en charge sociale. Et puis, on va aussi les retrouver en ville au sein des associations, et ça va être le cas notamment à la Ligue contre le cancer. Ces soins de support, ils ont pour objectif donc de prendre en compte les effets secondaires de la maladie, des traitements, les répercussions en fait que la maladie va avoir sur la personne. Alors un exemple, hein, ça peut être la perte des sourcils parce qu'on a un protocole de chimiothérapie qui fait perdre les cheveux et les sourcils, et une femme va avoir le sentiment d'avoir une modification de son apparence, de l'image de soi, et du coup elle peut avoir recours à la Ligue, à une esthéticienne. Voilà, ça c'est un exemple. Ça peut être aussi une fatigue importante, et donc ça va être éventuellement aujourd'hui une proposition d'activité physique adaptée. Parce qu'il n'y a plus de recommandation de se reposer, au contraire, on va plutôt avoir tendance, hein, et Catherine Bouteille le fait régulièrement, à proposer à la femme de se remettre à bouger pour avoir une meilleure hygiène de vie, un meilleur sommeil et donc une meilleure capacité de récupération. Ça peut être par rapport à une modification du goût et à des inquiétudes sur une prise de poids, des conseils en diététique. Donc, il va y avoir une évaluation de ces soins de support qui, en principe, est mise en œuvre dans l'établissement de santé avec une infirmière dite pivot ou infirmière coordonnatrice. Et ce qui est important surtout, ça va être de les réévaluer, ces soins de support, ces besoins en soins de support. Parce que, ils sont évolutifs, hein, c'est ça? Ils sont évolutifs, voilà. Et d'emblée, dans la phase, j'ai envie de dire, d'annonce, la personne, elle n'a pas forcément de besoin immédiat. Et ils vont évoluer dans le temps, et parfois ils vont être plus difficiles sur les phases de fin de parcours. Il va y avoir plus de besoins en fin de parcours que dans le cours du traitement. Donc, nous, on propose donc différents soins de support, et ce qui les différencie par rapport à l'établissement de soins, c'est que souvent, ils sont proposés en collectif, et ça, c'est important. Parce que, notamment pour des femmes, elles vont se retrouver entre elles, elles vont partager, elles vont échanger sur leurs expériences, et ça va aussi permettre du lien social. On va éviter finalement à ces femmes d'être isolées. Elles vont se retrouver ensemble pour des activités. Elles peuvent aussi bénéficier de séances de relaxation à travers, par exemple, du yoga ou à travers de la méditation. Donc, toutes ces petites choses, finalement, qui, mises bout à bout, vont permettre d'avoir une meilleure qualité de vie et supporter, finalement, les étapes des traitements. Vous avez parlé d'isolement, Fabienne Couvreur, justement. Il y a sans doute, même très certainement, des femmes qui ont eu un cancer et avec tous les effets négatifs que ça peut engendrer, qui voilà, se retrouvent seules à la maison. Comment on essaie d'atteindre ces personnes isolées? Comment on essaie d'aller les atteindre pour leur faire savoir qu'il y a des structures aidantes, qu'elles peuvent être accompagnées? Je crois que c'est relativement compliqué pour vous, mais est-ce qu'il y a des pistes? Alors, vous avez raison, le repérage de ces personnes est difficile parce que soit la personne est actrice de son parcours, de sa maladie, et donc va avoir la capacité à se saisir des adresses qui lui sont données ou de faire des recherches par elle-même, soit finalement elle va avoir besoin d'être accompagnée, et c'est quand même les professionnels de santé, que sont les médecins ou les infirmiers, qui vont aussi pouvoir orienter. Et leur parole, elle a un impact beaucoup plus fort sur la personne malade que l'affiche ou le flyer qui va être distribué. Donc, cette notion d'évaluation des besoins et de présentation des ressources sur un territoire, c'est quelque chose de vraiment primordial dans la prise en charge. Catherine Bouteille, je vous vois valider avec des hochements de tête, hein, justement. Oui, parce qu'on a depuis très longtemps échangé avec la Ligue. On a beaucoup de chance dans la Loire d'avoir une participation et une présence sur les terrains et avec les patients comme on a dans la Loire. C'est pas le cas dans tous les départements, et c'est auprès de la Ligue, on peut avoir énormément, on renvoie beaucoup les patientes, énormément de renseignements sur les besoins de chaque femme, qui sont effectivement très différents. Et en même temps, quand on a commencé au tout début, il y a une dizaine d'années,
l'activité physique adaptée, il y a eu presque plus qu'une proposition, il y a une forte incitation à le faire. Et on s'est rendu compte que quasiment en le rendant obligatoire, entre guillemets, c'est-à-dire en demandant aux patientes à un moment donné de bien vouloir aller discuter avec un professeur d'activité physique adaptée pour lui expliquer ce que c'était que cette activité physique et quels avantages elle pouvait en retirer, eh bien beaucoup de femmes, 9 femmes sur 10 ont accepté de participer au programme et certaines qui ne faisaient aucune activité, faisaient aucun sport, restaient chez elles, étaient très sédentaires, étaient isolées finalement et se perdaient en tant que femmes dans leur vie de mère, au travail, etc. Retrouver des envies, retrouver l'envie de faire du sport et pour certaines en faisaient alors qu'elles n'en avaient jamais fait. Et parfois on a besoin de pousser un petit peu parce que les patientes ne se rendent pas compte, c'est normal forcément de ce qu'elles peuvent attendre et de ce qu'on va leur offrir et de retrouver des groupes pour échanger. C'est aussi une thérapie de groupe qui est vraiment très appréciée. Gwenaëlle Guerpillon, ça veut donc dire, vous qui êtes enseignante en APA, activité physique adaptée, ça veut dire que au-delà de l'aspect activité physique, il y a aussi, comme l'a dit Fabienne Couvreur, la nécessité de recréer du lien social, de ne plus se sentir seul, d'en sortir. Le docteur Catherine Bouteuil l'a dit aussi. Vous le mesurez, ça? Oui, tout à fait. Souvent, on fait des activités physiques en groupe, justement pour recréer du lien social et pour qu'elles puissent parler entre elles de ce qu'elles ont vécu et de leur parcours, ce qui peut aider justement certaines femmes à se libérer de ce poids qui peut être un poids pour elles, en disant bah, j'ai eu le cancer du sein, c'est vrai que pour elles c'était parfois pas évident, mais justement le groupe aide énormément. Donc le lien social, le lien et le liant. On va l'évoquer dans un instant. Fabienne Couvreur, il y a un élément positif, hein, on l'a dit en préparant ce rendez-vous, c'est la loi de sécurité sociale. Alors les choses avancent, hein, les choses évoluent dans le bon sens d'ailleurs, et tant mieux. Vous allez me dire, il ne manquerait plus que ça n'évolue pas dans le bon sens. Là, heureusement, c'est le cas. On en parle de cette loi de sécurité sociale sur les changements majeurs, les prises en charge qui vont commencer à arriver ou qui sont déjà arrivées peut-être? Voilà, le gouvernement vient d'instaurer en fait un nouveau parcours de soins global après traitement du cancer. Et donc, ce nouveau parcours s'adresse à des personnes qui ont terminé leur traitement et qui sont à moins d'1 an de la fin de leur traitement, on va dire de traitement actif. Et donc, il y a un forfait financier qui va être alloué pour proposer un bilan d'activité physique adaptée, un bilan suivi éventuellement de consultation pour du soutien psychologique, un bilan également suivi de consultation pour un bilan diététique. Donc, il y aura une prescription qui sera nécessaire par un médecin, que ce soit un médecin oncologue, un chirurgien, un médecin traitant, et qui en fait va définir quelle est la priorité du patient. Et la nouveauté, si vous voulez, c'est qu'on est vraiment sur la ville. C'est-à-dire que là, on est sur des patients qui sont sortis du parcours de soins en établissement. Souvent, ces patients et ces patientes manifestaient un sentiment d'abandon à la fin des traitements. Et du coup, là, l'idée, c'est de leur proposer des soins de support, mais qui sont à proximité de leur lieu d'habitation et avec une facilité d'accès. Donc, vraiment, la notion, c'est ce parcours qui va perdurer sur la ville après la fin des traitements, dans l'intérêt des patientes. Et Catherine Bouteuil évoquait les patientes qui sont sous hormonothérapie. Et c'est des traitements longs, de 5 ans, voire 10 ans. Et on sait que ces traitements peuvent avoir aussi des effets secondaires. Et là, c'est une véritable proposition, si vous voulez, qui est faite à ces personnes pour avoir, j'ai envie de dire, des bilans qualitatifs et un suivi qualitatif qui sera pris en charge par la sécurité sociale, ce qui n'était pas le cas. Donc là, il y a effectivement une volonté politique, hein, je pense qu'on peut le dire, en tout cas gouvernementale, d'aller un peu plus loin dans ces prises en charge, ce qui n'existait pas auparavant. Comment on faisait auparavant? Alors du coup, chacun se débrouillait un peu comme il pouvait? Ou elle pouvait, en tout cas. Oui, on va dire comme ça, en fait, soit la personne avait des ressources à proximité de son territoire et avait aussi des ressources financières pour financer ses soins de support, soit elle n'en avait pas. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y avait une vraie inégalité entre les patients.
Ouais. Donc, dans la Loire, la Ligue contre le cancer s'est portée candidate et donc nous avons été retenus par l'Agence régionale de santé pour porter ce dispositif dans le cadre du parcours donc, global de soins de support post-traitement. D'accord. Il y a d'autres acteurs dans différents départements, hein, en fonction des territoires. Je pense que c'est vraiment une chance pour les patients et les patientes et donc ce dispositif démarre au 1er octobre, donc on est vraiment dans l'actualité et bien évidemment il va falloir qu'il soit relayé, porté par les médecins et également par les infirmières qui parfois font des consultations de fin de traitement. Je pense aux infirmières en pratique avancée. Anne de Lorraine, vous avez pris des notes, hein, donc c'est à vous de jouer là, hein, depuis 4 jours hein, maintenant. Vous allez pouvoir, Catherine Bouteille aussi, vous allez maintenant pouvoir évoquer ce sujet de loi de sécurité sociale avec ces nouvelles prises en charge. Le docteur que vous êtes salue cette prise de décision. C'était important de le faire, Catherine Bouteille? Ah oui, je pense que c'est quelque chose de formidable et que la Loire s'investisse comme ça m'étonne pas parce que le dynamisme de la Ligue dans la Loire est connu depuis longtemps. Et c'est vrai que les patientes, souvent, avaient des passages à vide et pas forcément au moment où on y pensait. De toute façon, au moment où elles étaient plus dans un parcours de soins, où elles se retrouvaient un peu seules chez elles. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une excellente démarche. Ouais. Continuez à poser vos questions. Hein. Je rappelle qu'il y a le chat mis à votre disposition. Hein. Vous rédigez votre prénom, votre question. On va retrouver d'ici quelques minutes Corinne Masson d'Aesio Mutuel pour proposer de nouvelles questions avec des réponses, bien évidemment. On continue à parler des prises en charge, des soins de support avec vous, Fabienne Couvreur. Ensuite, nous écouterons Gwenaëlle Guerpillon. Il y a un sujet aussi dont on doit parler, que l'on doit aborder, c'est le retour à l'emploi. Lorsque l'on a quitté son emploi, après avoir eu un cancer du sein, il s'est passé X temps. Alors, Dieu merci, quand ça va bien, et c'est souvent le cas, on rassure tout le monde, on le redit, c'est souvent le cas et c'est bien pris en charge. Néanmoins, il faut retourner dans la vie professionnelle. Mais comment on se prépare au retour à la vie professionnelle, retrouver ses collègues, retrouver un rythme professionnel? Comment vous accompagnez, vous, au sein de la Ligue, Fabienne Couvreur? Donc, c'est vrai que en moyenne, hein, la durée d'arrêt de travail est d'environ 1 année. Alors, ça va bien sûr dépendre hein, du stade de la maladie, de l'organe qui est touché, de l'âge de la personne, mais bon, il y a une moyenne qui est d'environ 1 année. Et j'ai envie de dire que déjà, il faut l'anticiper, ce retour à l'emploi. Je crois que c'est le maître mot, c'est-à-dire s'interroger sur qu'est-ce que j'ai envie ou pas de faire, est-ce que je vais pouvoir faire demain. Il faut aussi identifier les acteurs qui sont importants dans ce parcours. Je pense notamment au médecin de santé au travail qui joue un rôle prépondérant puisqu'il peut accueillir la personne dans ce qu'on appelle une visite de pré-reprise qui va permettre de s'interroger donc sur le poste qu'on occupe et éventuellement les aménagements à organiser pour une reprise effective de ce poste. Il va y avoir aussi toute la question de mon lien à l'employeur. Est-ce que j'ai pu garder du lien avec mon entreprise? Comment cette entreprise elle a évolué? Est-ce qu'on m'a remplacé, pas remplacé? Est-ce que j'ai des contacts avec mes managers? Et donc, tout ça va favoriser un retour au travail. On ne peut pas imaginer une personne qui a été absente 12 mois, 18 mois, 24 mois et qui un jour dit bon, je reprends et arrive comme ça sur son lieu de travail. L'entreprise, elle a évolué. Et donc, du coup, il est important d'être accompagné. Donc, on a mis en œuvre un programme avec donc des spécialistes, hein, assistantes sociales, médecins de santé au travail, psychologues du travail. On a également une patiente ressource qui témoigne de son parcours et du coup qui peut échanger sur ses peurs, ses freins, les limites qu'elle a rencontrées. Et puis, dans l'objectif finalement de faciliter ce retour. La vie de l'entreprise ne s'est pas arrêtée. Et du coup, finalement, la personne, il y a une période où elle n'a plus été là. Et du coup, il faut qu'elle retrouve sa place
Et avant de retrouver cette place, eh ben, il va falloir peut-être le préparer, ce retour au travail, et le préparer en échangeant avec les personnes. Alors, il existe en France, et on a de la chance, des dispositifs, par exemple, on peut avoir un temps partiel thérapeutique, on peut avoir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ça, c'est compliqué parce que je suis déjà une personne malade et on me parle aujourd'hui d'handicap, donc ça vient se Ouais, rajouter à… le Voilà, mot peut être difficile à accepter, hein, de se dire, bah voilà, c'est oui, je ça. suis en situation de handicap, quoi. Voilà. Donc, c'est déjà un cheminement dans sa tête. Et puis, tous ces dispositifs, il faut les actionner. Ça prend un peu de temps. Et donc, du coup, ça doit se préparer. Et l'entreprise, à un moment, est souveraine, j'ai envie de dire, pour accepter ou non une reprise à temps partiel. Donc, il y a aussi, on va dire, des négociations éventuellement à faire avec son employeur. Et puis, parfois, on rencontre des personnes qui ont envie de donner un autre sens à leur vie et qui ont envie de changer de métier. C'est possible aussi. Et puis, parfois, c'est nécessaire suite au traitement qu'on a eu. Et il va falloir faire un bilan de compétences, envisager une formation. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Voilà. Et ça se Donc, prépare, bien évidemment, hein, ça se ça se prépare. prépare bien Ouais, évidemment. Et ouais. souvent, nous, on demande aux personnes, lorsqu'elles ont un parcours avec un traitement de chirurgie, de chimiothérapie et de radiothérapie, dès le début de la radiothérapie, de s'interroger sur qu'est-ce qu'elles auront envie de Mm, faire, comment elles mm, veulent le faire, mm. et puis préparer le bon moment pour ce retour au travail. Catherine Bouteille, puis-je vous demander d'allumer la lumière, puisque vous êtes un peu dans la pénombre, dans l'obscurité, Oui, de je vais façon à ce faire que ça. voilà, je vous remercie, docteur, de façon à ce qu'on vous voit bien. Bon, en tout cas, on l'aura bien compris, Fabienne Couvreur, il y a les soins de support, il y a les prises en charge, il y a aussi tout le dispositif que l'on actionne pour le retour à l'emploi, avec assistante sociale, médecin de santé du travail, des conseillères. Voilà. L'idée, c'est d'éviter le licenciement pour inaptitude, hein. C'est ça, Ah c'est oui. vraiment le maintien au poste, sur le poste, Oui, enfin, si on le oui, souhaite. oui, pour moi, on est vraiment dans un échec si on arrive à un licenciement pour inaptitude. L'inaptitude étant posée par le médecin de santé au travail. Donc, on veut vraiment éviter cela et donc tout faire en amont pour organiser, préparer, échanger. Parfois aussi, c'est simplement retourner sur le lieu de l'entreprise. On rencontre des personnes qui n'ont pas gardé contact avec leur employeur parce que c'était trop compliqué pour elles, dans une phase où elles se sentaient en grande vulnérabilité, Mhm. d'échanger avec un employeur. Donc, ce groupe leur a permis de retourner dans l'entreprise, de reprendre contact. En parallèle, on a aussi une sensibilisation des employeurs qui est faite pour que justement la société accompagne mieux aujourd'hui les personnes qui ont été malades, que ce soit au niveau des managers qu'au niveau des collègues. Et puis retrouver son emploi, c'est aussi retrouver de la vie sociale, de l'interaction. Ça donne aussi un sens à sa vie, Sa hein, vie. finalement, Ouais, de travailler. Un docteur Catherine Bouteille, ça donne du sens à sa vie de sa retourner vie. au travail, quoi. Mm. Après, C'est vrai que… certaines personnes, pardon, Non, non, allez-y, Fabienne. Allez-y, Fabienne Couvreur, non, je ouais. vais juste dire que certaines personnes maintiennent une activité professionnelle Mm. et que c'est possible aujourd'hui, Mm. en fonction du métier qu'on occupe, d'arriver à organiser son traitement et sa vie Mm. professionnelle. Voilà, ça c'est très positif. Donc, vous voyez, hein, on vous l'avait dit au début de cette émission, soyons positifs. Il y a les accompagnements, il y a des solutions. La médecine est efficace. On sait gérer, on sait résoudre, on sait guérir, on sait accompagner. Donc tout ça est plutôt de bon augure. On va parler maintenant d'accompagnement au niveau de l'activité physique. Gwenaëlle Guerpillon, vous avez été bien sage, hein, depuis le début de ce rendez-vous. Je rappelle donc que vous êtes enseignante en activité physique adaptée. On en a parlé un petit peu avec Anne de Lorraine, Fabienne Couvreur, Catherine Bouteille, hein, de l'importance de l'activité physique. On va parler de l'aspect préventif en amont. Est-ce qu'il y a des activités physiques qui peuvent éloigner le spectre du cancer et si oui, lesquelles? Est-ce que c'est pas exagéré de dire ça? Bah, après, toutes les activités physiques sont bonnes à prendre. Il n'y a pas d'activité physique spécifique spécifique pour réduire le cancer du sein. C'est surtout pour les femmes ménopausées que c'est important de faire de l'activité physique, quel que soit ce qu'elles veulent en activité physique, parce que ça permet de réduire, selon Duclos,
de 20 à 80% le risque d'avoir un cancer du sein. Donc c'est vrai que c'est vraiment, ça peut être vraiment une bonne alternative, un bon moyen de réduire le cancer du sein. La science médicale, docteur Bouteille, corrobore effectivement ces statistiques, ces pourcentages que vient de communiquer Gwenaëlle Guerpillon, le sport, enfin l'activité physique. Tout à fait. Il y a des études qui ont montré tant pour l'apparition d'un cancer du sein que pour la récidive. Le fait de pratiquer une activité physique adaptée, même de la marche 20 minutes tous les jours un peu soutenue, comme vous dites, il n'y a pas d'activité particulière, il n'y a pas de contre-indication à des femmes qu'on a opérées qui, quelques jours après, font du rameur, font des compétitions de canoë-kayak. Il y en a une dernièrement qui monte à cheval et ben, au bout de 3 semaines, elle était de nouveau avec un soutien-gorge adapté sur son cheval. Donc, réduisent presque plus, alors heureusement, il n'y a pas de chimiothérapeute, sont plus efficaces que certaines chimiothérapies. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de chimiothérapie, mais je dis que associé à la chimiothérapie, on gagne encore, on a du bonus sur tous les traitements. Donc, c'est vrai que l'activité physique adaptée est très efficace en prévention des récidives et de l'apparition de cancer, que ce soit le sein ou d'autres cancers d'ailleurs. Oui, et puis de toute façon, on sait que l'activité de la physique, prostate, exactement, et du bien-être. Et même si on n'est pas malade, de toute façon, on sait très bien que l'activité physique, c'est déterminant et c'est important dans une vie, hein, pour avoir. Garder en bonne santé. Bah bien sûr, voilà, c'est ça, c'est très important l'activité physique. Pendant le cancer, Gwenaëlle Guerpillon, est-ce qu'il y a une activité physique adaptée ou là encore, toutes les activités physiques sont. Ah, si je fais de la boxe ou si je me mets aux arts martiaux, pas de problème, vous n'émettez aucune objection? Après, c'est justement des activités physiques adaptées. Souvent, les femmes peuvent avoir peut-être quelques douleurs avec la douleur perçue due au traitement ou aux effets secondaires des traitements. Et justement, la boxe, c'est peut-être pas le sport le plus conseillé pour les femmes ayant. Je voulais vous provoquer, hein, ça a fonctionné, c'est bien. Mais par contre, elle peut faire du body combat, par exemple. Voilà. C'est un sport qui est pré-chorégraphié, une activité physique avec des mouvements pré-chorégraphiés tirés des arts martiaux et en fait, elles combattent un peu dans le vide sans qu'il y ait quelqu'un en face et elles peuvent s'imaginer tout ce qu'elles veulent battre, par exemple le cancer ou même se battre pour battre le cancer ou même autre chose. Comment on s'y prend? Comment vous y prenez, Gwenaëlle Guerpillon? Voilà, vous avez une personne qui a eu un cancer, qui a un cancer, et vous l'accueillez, vous réalisez des tests. Quelles sont les étapes pour déterminer quelle bonne activité physique il faut faire, même si on l'a compris toute se valent, mis à part la boxe, j'ai bien compris. Mais quel est le parcours? Comment ça se passe? Au départ, on rentre donc en contact avec la personne. Ensuite, on fait un entretien individuel pour savoir justement si elle a des difficultés quelconques. Et après, durant cet entretien individuel, on fait des tests physiques pour savoir justement où la personne doit travailler, ou ce qu'elle doit travailler. Et ensuite, on la fait participer en groupe, dans un groupe. Et après, on fait de l'activité physique adaptée. Et ça peut être toutes sortes d'activités physiques. Et à la fin à la fin du cycle, parce que souvent on fonctionne par cycle, à la fin du cycle, on réévalue la personne et on voit où elle a progressé et voir si elle peut aussi intégrer peut-être un club par la suite. Parce que nous, le but d'un enseignant en activité physique adaptée, c'est d'amener justement les personnes vers des clubs qui peuvent ensuite les prendre en charge après le cancer surtout. Même pendant le cancer, elles peuvent intégrer tes clubs. Fabienne Couvreur, je vous vois valider également tout cela. Oui, je crois que ce qui est important, c'est que la personne puisse retrouver une vie, j'ai envie de dire, la plus normale possible. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, des clubs développent des sections sport-santé. Et du coup, ça permet d'avoir une offre sur l'ensemble du territoire. Parce que je crois que quand on fait une activité physique, il faut qu'elle soit facilement accessible, notamment quand on est en activité professionnelle, et puis qu'on puisse trouver du plaisir à ce qu'on fait. Et donc, il faut qu'il y ait un choix. Et c'est ça l'intérêt, en fait, avec les clubs sport-santé,
c'est que certains vont proposer du tennis. On voit aujourd'hui qu'il y a le rugby qui va proposer aussi de l'activité après cancer. Il y a du canoë-kayak. Enfin, je veux dire, il y a une diversité et une proposition qui finalement va permettre à chacune et à chacun de trouver l'activité qui lui plaît pour que ça perdure dans le temps. Parce qu'en fait, il est là aussi, je pense, le challenge. C'est que les personnes, enfin ces femmes puissent continuer à faire du sport tout au long de leur vie. Hein, c'est bien ça. C'est C'est ça. pérenniser les activités sportives. Vous, Gwenaëlle Guerpillon, au sein de Coquelicot 42, hein, je vais rappeler, c'est un club d'athlétisme à Saint-Étienne. Vous avez, je sais pas, des adhérentes qui correspondent au profil dont on parle. Vous en avez beaucoup. Comment ça se passe? Justement, nous, c'est une section loisirs, justement, qui se regroupe pratiquement un peu toute la semaine, les soirs. Et du coup, c'est une personne qui prend en charge l'activité physique et l'adapte justement aux personnes. Et après, c'est pas forcément pour les personnes ayant le cancer du sein, mais c'est pour des personnes ayant des affections de longue durée. Et Ouais. même les personnes peuvent avoir un cancer du sein, justement, et participer à ces séances, justement, pour améliorer leurs conditions physiques ou maintenir leurs conditions physiques, pour aussi éviter la prise de poids que peut faire prendre les traitements, et surtout améliorer la qualité de vie et l'image de soi pour les femmes ayant le cancer. Ouais, c'est ça, on a évoqué la dimension psychologique avec vous, Fabienne Couvreur, hein, de la Ligue contre le cancer 42. On l'a évoqué aussi avec vous, docteur Bouteille, hein, dans l'annonce de la maladie. Il y a le choc, hein, le fait aussi parfois d'être choqué d'apprendre que l'on est atteint d'un cancer, même si on est rassurant, même si dans l'absolu, il ne faut pas paniquer, puisque je le dis, je le redis, on est bien accompagné. Est-ce que l'activité physique, finalement, docteur Bouteille, est aussi un bon moyen de rebooster l'aspect psychologique, de ne pas sombrer dans peut-être la dépression, je ne sais pas. Et du coup, ça crée aussi du lien social, puisque finalement, comme le dit Gwenaëlle, on se retrouve en club, on est à plusieurs. Vous aussi, Fabienne, vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Bouteille. Oui, c'est certainement quelque chose d'essentiel, et on a assez souvent la surprise de voir des femmes qui se redécouvrent après cette période difficile du corps, qui a quand même subi des traumatismes, hein, l'esprit également, et qui arrivent à retrouver du temps pour elles, pour se retrouver ce qu'elles ont envie de faire. Et Fabienne l'a bien dit, quelle activité, hein, ça peut être aussi de la couture, de la lecture, enfin des choses plus simples, pas forcément dans l'activité, mais qui est au moins la possibilité à la femme de redécouvrir ce qui lui fait plaisir. Et dans l'activité physique, probablement aussi que l'effet sur la prévention des récidives et d'autres cancers vient du fait qu'on peut plus facilement maintenir un poids. Et on sait qu'après la ménopause, vous l'avez bien dit, la prise de poids fait qu'aussi on augmente certainement le risque de cancer ou de récidive. C'est un élément majeur, ça. Et du coup, la femme, à la fois qui garde son poids, et surtout ses muscles, sa souplesse en faisant du yoga ou les activités physiques, se sent bien mieux et moins douloureuse, hein, parce que les douleurs liées articulaires, en particulier des traitements anti-hormones, souvent, si on ne bouge plus, on est foutu, entre guillemets, c'est encore pire. Donc, si on se mobilise, les articulations, si on les bouge, en étant bien coaché, eh bien, on va gagner sur l'asthénie, la fatigue, et en même temps sur les douleurs articulaires, finalement, et retrouver l'estime de soi et l'envie de bouger, parce qu'après, c'est un cercle vicieux, au contraire, un cercle qui nous valorise et nous sublime un peu, parce que même après cette période, finalement, il y a des femmes, plusieurs années après, qui disent que ça a été l'occasion de se retrouver, de changer ce qui n'allait pas dans notre vie, quel que soit le niveau d'anomalie, que ce soit le travail, que ce soit perdre son corps, perdre du temps pour soi. Et c'est aussi des messages très, très positifs. Vous voulez dire que c'est presque une expérience salvatrice. Alors, je sais, évidemment, quand on a un cancer, c'est pas jojo, mais ça génère des déclics, des changements de vie. Ah, mais c'est incroyable, les histoires des femmes après leur maladie. Pas tout de suite, hein. Il faut un peu de temps, il faut facilement 1 an, 2 ans, 3 ans. Et les histoires de vie après ces femmes-là, c'est extraordinaire. Vous avez des exemples,
Les Docteur, virages qu'elles prennent ouais. dans les changements professionnels, par exemple, c'est incroyable. Ou la distance qu'elles ont par rapport à leurs enfants, la façon de les éduquer, par rapport à leurs conjoints. Parfois, c'est des crises un petit peu musclées d'ailleurs, hein. C'est pas Des crises de forcément couple? les hommes qui accompagnent pas bien les femmes, c'est parfois les femmes qui prennent conscience de choses qui dysfonctionnent dans leur couple. Et soit ça redémarre bien, c'est souvent le cas heureusement, parfois les vies changent et puis tant mieux. Donc il y a des histoires qui sont plutôt vraiment, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais nous, on est là pour essayer de transmettre ça, dire vous verrez après, peut-être vous allez trouver des choses que tout événement malheureux de la vie, finalement, nous apprend et nous apprend à rebondir. On n'a pas bien le choix. Et surtout quand on est bien aidé dans le cancer du sein. Et ça, c'est formidable. Depuis des années, ces accompagnements qui sont organisés et qui sont de plus en plus connus. Et là, on a encore besoin de faire beaucoup de travail pour ça, pour diffuser l'information. Tout ce que vous allez faire là, à partir du mois d'octobre pour l'après-cancer, ça va être formidable. Parce que nous, on ne connaît pas tout, chacun dans notre case. D'où l'importance de ces c'est ça. réunions. Voilà. À vous confirmer, Fabienne Couvreur, vous qui êtes à la Ligue contre le cancer, il est important de réunir tous les acteurs de façon à travailler de concert, en synergie, finalement, parce que l'objectif, c'est de fournir les meilleures prestations possibles, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs. Oui, je crois que c'est vraiment important de rendre le plus visible et lisible possible le parcours de ces femmes et de les aider à trouver ce parcours. C'est-à-dire que quand elles arrivent finalement dans la maladie, en fait, elles découvrent tout. Elles découvrent un vocabulaire, des acteurs, voilà, et on a besoin du coup de les accompagner sur ce parcours qui est finalement un parcours de vie sur un temps donné et mieux se connaître au niveau de notre territoire, c'est faciliter le parcours pour ces personnes. Oui. Il est 19h54, mesdames, on va retrouver Corinne Masson d'Aesio Mutuel pour la deuxième et dernière série de questions arrivées sur le chat. Alors Corinne, est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être en lien avec l'activité physique là dont on vient de parler ou pas? Nous vous écoutons, puis on va essayer d'y répondre. Oui, on a une question très simple. Quels sont les sports à ne surtout pas faire après une mastectomie partielle? Alors on va rappeler ce qu'est une mastectomie peut-être aussi, si on l'a oublié. Catherine Bouteille? Il y a deux techniques. Il y a une mastectomie partielle, c'est-à-dire qu'on enlève une petite partie de la glande mammaire autour de la tumeur. Et puis la mastectomie totale, où on est obligé d'enlever la glande mammaire en totalité. Ce qui se passe, c'est souvent on enlève 1 ou 2 ganglions sous le bras. Et parfois, vous devez le noter, Gwenaëlle, c'est aussi ça qui gêne les patientes. Le problème de mobilité du bras. Et finalement, plus on mobilise vite, en douceur, accompagné, le bras, mieux c'est. Alors dans ce cas-là, Gwenaëlle, qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer donc du body combat, comme je l'ai proposé tout à l'heure, ou même de la marche nordique, donc c'est de la marche avec des bâtons. C'est vrai que ça mobilise l'ensemble du corps. Après, si la patiente justement a des douleurs au niveau du bras, on lui proposera juste de la marche active, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, on va pouvoir proposer une activité physique adaptée. Ça, c'est le sens de votre enseignement. Hein. Tout à fait. Pour toutes les maladies, il y a de l'activité physique adaptée à mettre en place. Autre question peut-être, Corinne, arrivée sur le chat? Oui, alors une question, c'est vrai, qui concerne la chirurgie mammaire qui pourrait avoir eu lieu avant un cancer, comme par exemple suite à une hypertrophie, par exemple. Est-ce que cette chirurgie mammaire pourrait être un facteur favorisant de cancer? C'est très souvent qu'on me pose ce genre de questions. À la fois les réductions mammaires et les augmentations mammaires par prothèse. Alors, réduction mammaire, absolument pas. Ça fait des années qu'on a travaillé là-dessus. Qu'on se fasse opérer et réduire le sein, remonter les seins, ça ne favorise absolument pas. Donc, pas de culpabilité. Et je dirais au contraire, ça diminue le risque. Parce que si on a une hypertrophie mammaire, qu'on fait un 105 bonnet E et qu'on arrive à un 95 bonnet C, on va avoir perdu 300-400 grammes de tissu glandulaire qui n'évolueront pas vers un cancer. Et en plus, on favorisera le dépistage par la mammographie qui sera plus simple à faire.
Donc surtout pas. Et la même chose, si une femme est porteuse de prothèses à titre esthétique ou de malformation parce qu'il y a une asymétrie mammaire, les prothèses ne sont absolument pas en cause dans l'apparition d'un cancer. Ne gêne pas un traitement, on peut même éventuellement garder la prothèse qu'on a, enlever la lésion et la changer après. Dernier message, les prothèses mammaires, on les garde 10 à 12 ans. Elles sont en général en gel de silicone, il ne faut pas les garder plus. Ça ne provoque pas de cancer, ça peut être très agréable, ça rend de grands services quand on a une malformation, quand on a eu un cancer. Par contre, la membrane, elle s'use au bout d'un petit moment et il faut la changer parce que le gel va transpirer à travers la membrane. Il ne faut pas les garder plus que 12 ans. Voilà, en tout cas, pour répondre à cette question. Corinne, autre question? Oui, alors une question qui s'adresse plutôt à Fabienne Couvreur pour la Ligue. Vous avez parlé du retour à l'emploi et voilà, est-ce qu'il existe un accompagnement pour aller dans l'entreprise? Si c'est une entreprise finalement qui n'a pas le dispositif, comment ça se passe? Est-ce que c'est le salarié qui doit faire la démarche? Voilà. Oui, alors le salarié, en fait, peut venir à la Ligue pour avoir ce programme et cet accompagnement, puisqu'en fait, on différencie le programme qui est proposé pour les personnes atteintes d'un cancer d'une sensibilisation qui est faite dans l'entreprise. Et après, on a également des partenariats, je pense, au service social CARSAT, qui a aussi cet objectif de lutter contre la désinsertion professionnelle et qui donc propose après un accompagnement individuel. Donc voilà, le tout, c'est de connaître ces acteurs et notre programme, il a pour objectif de faciliter aussi cette mise en lien avec les bonnes personnes. D'accord. Donc, c'est la demande du salarié, en fait. Oui. Peut-être une dernière question. Il est 19h58 avant de se quitter. Corinne, est-ce qu'il y a une autre... Il y a une question qui n'a pas été posée, mais que je vais poser, moi, c'est « Et les hommes ?» Et les hommes, comment on détecte le cancer du sein chez les hommes? Parce que ça existe. Tout à fait. Voilà. Et puis, la suite. Alors, Anne de Lorraine, on va vous entendre un petit peu dans la fin de cette émission, rapidement, sur ces 1% d'hommes. Oui, parce que du coup, c'est vrai que quand on parle de facteurs de risque de cancer du sein, bon, il y a effectivement l'âge, mais il y a effectivement le sexe. Donc, le sexe, c'est 99% des cancers du sein, c'est chez la femme, mais 1%, c'est chez l'homme. Et ça, il faut quand même bien garder ça à l'esprit, à savoir que on ne fait pas de dépistage de cancer chez les hommes. Hein. Et par contre, il est important que les hommes sachent que s'ils voient apparaître, comme chez les femmes en fait, une modification de leur poitrine, une boule qui apparaît, ils aient l'idée de consulter en ne pensant, et qu'ils ne partent pas du principe que ça n'est rien. Voilà, c'est principalement le message que je voulais faire passer. Très bien. Et juste très bien. Une petite Rapidement, anecdote, docteur, oui. rapidement. Le dernier monsieur que j'ai opéré d'un cancer du sein, il dormait pas bien, il avait des insomnies, il s'est levé la nuit, il a allumé son poste, il est tombé sur une émission telle que la vôtre. Il a entendu que les hommes pouvaient avoir un cancer du sein, il s'est palpé et il est venu voir son médecin traitant et c'était bien un cancer du sein. Donc vous voyez comme parfois la vie fait bien les choses. Hein. En tout cas, il a reçu une information, il s'y attendait pas, il a bien fait de se palper en tous les cas. Ouais. Je vais vous remercier, mesdames. Merci beaucoup, docteur Anne de Lorraine. Merci mais aussi docteur Catherine Bouteille, Fabienne Couvreur, Gwenaëlle Guerpillon. Merci à toutes les quatre d'avoir été avec nous. C'était très intéressant, c'était très pertinent. J'ose espérer en tout cas que les web spectateurs qui nous ont suivis ont appris énormément de choses. Et je vais laisser le mot de la fin à Corinne Masson d'Aesio Mutuelle. Oui, alors je vous remercie toutes pour vos messages d'espoir, d'avenir, d'encouragement. Effectivement, je pense que c'est ce qu'on voulait laisser passer tous au cours de cette conférence, de cette table ronde. Cette table ronde est enregistrée,
Donc, elle est à nouveau visible pendant 3 mois, je crois, sur le site d'Apivisio. Mais je pense que l'ensemble des partenaires qui étaient présents ce soir vont aussi déposer cette conférence, son enregistrement sur leur site internet. Vous retrouverez donc les adresses des sites internet de tous les partenaires sur la plateforme Apivisio, là où vous êtes inscrit, à cet endroit-là. Vous retrouverez aussi un petit document d'accompagnement social qui est proposé par Aesio Mutuelle, puisque une mutuelle peut aider, et en tout cas, nous aidons nos adhérents dans les moments difficiles en cas de coup dur. Voilà, donc je vous encourage à aller voir cette plaquette et à aller voir tous les liens qui sont proposés. On a notamment des vidéos de dépistage, on a des vidéos sur l'accompagnement social, le retour à l'emploi, la présentation des sites de toutes les structures qui ont participé à cette web table ronde. Et j'espère en tout cas que si ça peut aider une seule personne, ce sera déjà bien. On aura déjà accompli notre mission. Et peut-être plus, hein. Bon, eh ben merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. On va laisser la main à Colline Magot d'Apivisio. Voilà, ne quittez pas, vous qui nous suivez. Puis merci à nos invités. C'était très agréable. Et à bientôt, Corinne Masson. À très bientôt. Bonne soirée. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. J'en profite juste, je vous relais un petit message dans le chat, un joli message. Merci à toutes d'être aussi humaines. Restez comme vous êtes. Voilà, ce sera Bravo. le petit mot de la fin. Et Applaudissements. effectivement, je reste encore un petit peu en salle de visio avec les participants. Je vous invite simplement à éteindre caméra et micro. Et un grand merci à toutes et à tous pour votre présence. Au revoir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors pour ma part, je reste encore quelques instants en salle de visio puisque vous le savez,